Bonjour à tous, merci pour être venus voir cette présentation ce soir. Euh, voilà, le temps que les derniers Wikideurs se connectent, je vais faire un petit tour de table, faire les présentations de ce live. Donc pour ma part, je suis Thibaut Rouquayrol, responsable des investissements pardon, chez WICID. Donc je suis en charge de superviser la collecte, notamment du projet Aéronde. Et aujourd'hui, Jérôme et Nicolas, donc les dirigeants de la société, Jérôme étant le directeur général et Nicolas le directeur technique, vont vous présenter plus en détail le projet et vont surtout pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, je vous invite à poser vos questions pendant le live. Le but, c'est que ce soit aussi l'occasion pour vous de les poser et d'avoir des réponses et voilà, que ce soit un échange. Sur ce, Jérôme, Nicolas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr. D'abord, bonjour à tous et merci d'être présents ce soir avec nous et avec l'Aéronde qui est derrière nous. Donc, Jérôme, avec Nicolas, j'ai fondé Aéronde que je dirige aujourd'hui et on a prévu de se présenter un petit peu plus par la suite. Oui, enchanté, Nicolas Sandin, directeur technique. Pareil, d'ici une paire de slides, vous aurez une présentation beaucoup plus détaillée. Parfait. Jérôme et Nicolas, je vous invite à démarrer la présentation, puis les derniers Wikideurs nous rejoindront en cours de route pour ceux qui ne sont pas encore connectés. Et puis sinon, ils auront accès au replay dans tous les cas. Alors, je vais commencer par vous présenter l'Aéronde qui est derrière moi. Alors, on n'a pas de chance, on a juste le changement horaire qui vient de faire que on n'a pas pu vous faire la présentation en vol. Ça se jouait à 3 jours, quoi. Ouais, ça aurait été vraiment cool de pouvoir la faire depuis la nacelle en vol, Ouais. effectivement. Et dans ce cas-là, on vous aurait montré à la fois ses qualités de maniabilité, de silence, parce que on aurait fait cette présentation comme on est en train de la faire là, assis sur le banc de l'Aéronde et pas sur deux tabourets, enfin deux sièges là, Dans le comme on hangar. est Ouais. dans le hangar, donc vraiment sans aucun bruit. Et on aurait pu la faire pendant 8 heures, mais parce qu'on a vraiment très peu de consommation et on aurait pu le long terme, mais vous seriez lassé avant nous. Et donc, comme c'est un aéronef qui vole en électrique avec très très peu de consommation d'énergie, on est aussi zéro émission et ça a un intérêt bien évidemment économique pour les exploitants de l'aéronef à venir. Alors, on avait dit qu'on se présenterait. Alors, Nicolas et moi, en fin de compte, ce qui nous a réunis à l'origine, c'est la passion. On a plusieurs passions en commun. La première, enfin, je ne sais pas si on va parler de la première, mais en tout cas, l'entrepreneuriat. On est multirécidivistes tous les deux, multi-entrepreneurs. On a déjà créé des startups auparavant dans des domaines très différents. Et aujourd'hui, on est dans le domaine de l'aéronautique parce que une de nos secondes passions, c'est l'aéro. On s'est connus À travers ici, ça. Ouais. voilà, à l'aérodrome du Versou, dans un hangar pas très loin. Donc, il y a quelques années, on a à la fois volé ensemble et discuté ensemble dans nos sociétés antérieures pour mettre des choses au point ensemble. Voilà un petit peu pour décrire. Je te passe la Ouais. parole si tu veux. Nicolas Sandin, moi j'ai vraiment une trajectoire d'ingénieur ultra technique, hein. J'ai passé 20 ans dans l'électronique, dans plusieurs grands groupes, avant de monter une start-up en 2010. La startup qui a donc j'ai co-créé la technologie de communication radio LoRa. On a revendu cette startup en 2012 pour pas loin de 25 millions de dollars à un gros groupe international, Semtech, dont je suis devenu directeur technique. Et c'était mon dernier job avant de fonder Aéronde, avec Jérôme, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, l'histoire, quand on s'est re-rencontrés, en fin de compte, c'était de faire un aéronef extrêmement simple, hein, celui que vous avez vu tout à l'heure. Et ce que je souhaitais, c'est que pour qu'il soit simple, on n'ait pas de la mécanique de partout. Donc, je suis retourné voir Nicolas pour lui demander est-ce qu'on pourrait faire ça en sans fil et est-ce qu'on pourrait faire, c'est je vais te donner un coup de main et aujourd'hui, bah, Et on on s'est associés, s'est ouais, associés. voilà. Alors, on a créé la société en août 2022.
Et ça a été assez vite depuis la création, puisque on a fait notre premier vol moins d'un an et demi après la création de la société. Et on a obtenu les certificats qui permettent à la fois d'utiliser l'aéronde, mais aussi de la produire en série en juin 2024. Et cet été, on a débuté nos premiers vols en loisir, donc les premières applications commerciales. On a aussi réalisé une mission professionnelle pour aller inspecter une ligne électrique dans un coin en montagne un peu inaccessible. Et on a participé aussi, ce qui est assez rare pour une machine une aéronde aussi, aussi récente. On a participé à notre premier meeting aérien en septembre 2024 en étant présent à la Coupe Icare septembre. Et moi, je voudrais juste souligner que dans le monde de l'aéronautique, réussir à mettre en l'air un aéronef et à obtenir l'autorisation d'exploitation commerciale en moins de 2 ans, c'est quand même très, très, très rare. Voire, c'est une première, je pense. Ouais. Nos premiers associés ont cru en nous, mais le défi était assez costaud. Aujourd'hui, ils ont le sourire, mais on les remercie, hein, franchement. Pour ce parcours-là, on a eu aussi des prix avec des aides qui nous ont aidés à financer le développement de l'aéronde. Donc, on est à la fois lauréat du concours iLab, qui est le concours d'innovation qui sort du milieu académique, mais on a été aussi sélectionné par le Crédit Mutuel sur son concours d'innovation. Et puis, on est Deep Tech et on a obtenu un appel à projet sur les aéronefs bas carbone de BPI dans le cadre du programme 2030. Je vais vous parler très brièvement des caractéristiques techniques de l'aéronef. Donc, on est dans le cadre légal, je commence par ça. On est ULM classe 5, c'est-à-dire que c'est l'aéronef actuellement, on est certifié pour 2 personnes à bord. On peut transporter donc 2 personnes, pilote plus un passager ou pilote plus un technicien. On emporte 200 kg de charge utile. Donc, une fois que vous avez enlevé toute la masse de la machine, etc., vous pouvez encore emmener 200 kg, ça représente les pilotes plus leur équipement. On a entre 2h30 et 8h d'autonomie selon comment on travaille. Donc, si on fait du vol stationnaire, c'est vraiment plus proche de 8h. Si à 15 km/h, c'est 2h30. On peut voler jusqu'à 30 km/h de rafale en vent. On peut monter jusqu'à 2500 mètres. Ceci dit, ce n'est pas l'essentiel de notre marché. L'essentiel de notre marché, c'est à des altitudes beaucoup plus basses et surtout beaucoup plus proches du sol. Voilà. Et au final, une consommation énergétique extrêmement faible, comme Jérôme l'a mentionné. 3,5 kWh d'énergie par vol, c'est de toute façon moins d'1 € d'électricité par heure de vol, quoi qu'il arrive. Ouais. Votre lave-vaisselle va consommer beaucoup plus. Là, vous avez une photo, enfin, c'est une vidéo d'ailleurs, vous pourrez consulter, on le mettra dans les liens de la présentation plus tard, d'une simulation d'intervention sur une ligne électrique. Où là, c'est moi qui pilote et où j'interviens seul. Dans la réalité, on est plutôt à 2, donc le pilote plus un technicien. Mais c'est pour vous montrer le niveau de, entre guillemets, zénitude de l'intervention. La nacelle, là, elle flotte en l'air et je suis accroché par une main à la ligne sur laquelle je vais faire l'intervention. Il n'y a aucune autre machine au monde qui permet de faire ce genre de travail. On peut tenter, c'est une vidéo de 12 secondes, ça ne marche pas forcément toujours bien. Oui. Non, j'allais en profiter pour rebondir, Jérôme et Nicolas. On a une question de François qui nous demande dans quel pays cet aéronef il peut être exploité et surtout pour quels usages. Donc là, justement, c'en est un qu'on va avoir en vidéo, mais peut-être vous pouvez développer là-dessus. Tu veux commencer parce que tu pars bientôt à l'étranger Alors en fait, on peut exploiter l'aéronde dans tous les ben voilà, je laisse la vidéo finir. Donc voilà, ça c'est par exemple, c'est une pose d'équipement, ça s'appelle une MAG, masse antigiratoire. C'est un device que Enedis s'accroche sur des lignes pour les empêcher de tourner sous l'influence de la neige et de se briser. Donc on peut opérer d'ores et déjà cet aéronef dans tous les pays où il y a une législation ULM. Aujourd'hui, on a l'autorisation en France. Il est très probable qu'on ait l'autorisation en Suisse, en Italie, éventuellement.
Après, c'est plus au cas par cas. Après, il y a des pays dans lesquels la réglementation est complètement différente, mais où les aérostats sont autorisés de base. Donc, par exemple, effectivement, après-demain, on a une machine qui part pour le Laos, pour le tournage d'un documentaire que j'accompagne. Donc, on va voler au Laos avec une aéronde, enfin, une machine, voilà, Ouais. une monoplace, mais propulsée avec Ouais. des propulseurs aérondes. Voilà. Donc, il n'y a pas de réglementation réellement unifiée au niveau mondial. On sait par exemple que déjà c'est valable au Canada, hein, puisqu'on a des correspondants là-bas au Canada et on sait qu'on pourrait voler au Canada aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs, on est en train d'entreprendre, d'étudier une coopération avec une boîte au Canada. Donc, ce défrichage territorial, il se fait un peu au cas par cas, et donc c'est une bonne question. C'est pas, c'est pas une réglementation unifiée. Très bien, merci beaucoup. C'est en cours. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des pays où ça peut être beaucoup plus simple. Par exemple, en monoplace, dans des pays d'Amérique du Nord, il n'y aurait peut-être même pas besoin De licence. de licence de pilote. Et Ouais, puis, dans d'autres, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc, on est en train de débuter voilà. les. D'où, en fait, dans Ouais. notre stratégie, c'est on se concentre sur la France au début et on a une ouverture à l'international à partir de fin 2025. Parce qu'il va nous falloir un peu de temps pour décider quelle est notre cible suivante en fonction, et cette réglementation va être un aspect important. Super, merci beaucoup. Je pense que ça a bien répondu à la question de François. On va pouvoir continuer dans la présentation. Si vous avez d'autres questions, on peut. Bien sûr, n'hésitez pas, j'en Ouais, profite pour ouais. rappeler à tous les Wissiders qui sont là en live, n'hésitez pas à poser des questions. Jérôme et Nicolas font ce live justement pour pouvoir y répondre, donc n'hésitez pas. Donc, maintenant, pour vous montrer les marchés ciblés, plusieurs marchés sont accessibles avec l'Aéronde. Ça peut aller de l'événementiel et de la publicité, parce que, comme vous le voyez, c'est quand même une machine qui attire l'œil et qui est. Enfin, nous, on la trouve assez esthétique Elle passe pas inaperçue. voilà. Et quand on vole avec, voilà, quand on sort du terrain, on a souvent des retours. C'est aussi quelque chose qui peut être idéal pour de la prise de vue, mais plus faire aussi du relais radio aérien, des potentialités aussi en agriculture ou en transport de marchandises. Mais on a décidé dans un premier temps, focaliser notre développement sur tout ce qui est intervention et inspection. Intervention, grosso modo, c'est vous voyez l'aéronde comme une nacelle qui va vous permettre d'intervenir en hauteur, sauf que cette nacelle a la particularité de pouvoir se déployer sur 2500 mètres de haut et 20 km de large. Et puis en parallèle, alors juste sur la photo de droite, là, sur la présentation, vous voyez la ligne qu'on est allé inspecter en pleine montagne. Euh, Nicolas et moi avons l'habitude de voler dans bien d'autres machines. Voilà, on n'y serait pas allé avec d'autres machines. Non, pas nécessairement, c'est vrai. Ouais. C'est pas forcément super confort de survoler une ligne électrique alimentée dans une combe comme ça où il n'y a pas vraiment de voie de sortie. Ouais. Et donc effectivement, une machine où si on tombe en panne moteur, ben on sait qu'on peut sortir et que ça flotte. Ouais. C'était assez rassurant ce jour. Voilà. Et l'autre application sur laquelle on va démarrer aussi et sur laquelle on a démarré, c'est le loisir. Bah, naturellement, les gens, quand autour de nous, des personnes voient voler l'aéronde, viennent nous dire bah, on aimerait voler. Et typiquement, on l'a présenté dans un salon Enedis. Et non seulement les techniciens imaginaient la façon dont ils pourraient l'utiliser plus tard, mais surtout nous disaient mais voilà, est-ce que vous avez discuté avec notre comité d'entreprise? On aimerait vraiment pouvoir venir en famille et voler avec. Donc, ben, notre carnet de commandes commence à arriver. Je vous parlais tout à l'heure d'inspection de lignes. Alors, on n'avait pas prévu de chiffre d'affaires initialement hein, sur notre business plan qui a été fourni à WICID. Mais les choses arrivent. Donc, Enedis, on a commencé déjà une inspection. Explora Pleurodes qui fait de la transmission de
Bon, je vais pas trop détailler chacun, mais on a aussi une livraison de propulseurs là, qui est partie au Laos et Nicolas y sera la semaine prochaine. Et puis des actions de levage à venir. Pour 2025, on a déjà des commandes qui ont été validées pour aller réparer, par exemple, une ligne électrique en forêt ou pour inspecter un câble de téléphérique. On pourrait aussi. Et en forêt aussi, dans des coins. Mais au début, on se demande, mais pourquoi on nous demande ça? Bah oui, quand on va voir, on comprend mieux. Et puis en prévision, on a des gros chantiers de pose de max antigiratoire et de réparation avec Enedis. Et dans les Alpes, pas mal de poses aussi d'avifaune pour éviter que les oiseaux tapent dans des câbles, que ce soit des câbles électriques ou de remontée mécanique. Donc, Euh, ça j'ai- revient j'ai- à aller accrocher. Oui, Ouais. non, vas-y. pardon, je vous coupe encore une fois, Jérôme Nicolas. Ouais. On a eu deux questions. La Ouais. première de Jean Hervé, qui rebondissait sur justement la partie inspection-intervention et qui demandait du coup en quoi l'Aéronde est plus performant qu'un drone pour réaliser ce genre de mission. Ok. En fait, sur la partie inspection, on peut vraiment se poser la question, c'est-à-dire que l'inspection, ça consiste à prendre des images. On a des drones hyper performants aujourd'hui. Et ben, la section de ligne qu'on allait inspecter pour Enedis à la page précédente, elle est inaccessible en drone parce qu'elle est en visibilité directe d'aucun endroit. Il n'y a aucun endroit où un pilote de drone peut à la fois voir la ligne, voir sa machine et avoir le lien radio avec sa machine. Donc en fait, c'était un des cas un peu merdiques dans lequel, eh ben, en fait, avoir un aéronef piloté qui peut y aller, ça fait sens. Et je rajouterais aussi sur ce genre d'application, de temps en temps, Enedis va vouloir avoir son technicien À bord. qui puisse être à bord et observer de visu réellement. Ouais. Donc ça, avec un drone, c'est plus Voilà, compliqué. exactement. Mais notre focus, c'est pas sur l'inspection, c'est sur l'intervention et la réparation d'un câble. Là, il n'y a rien à faire, un drone ne le fera jamais. Il faut voir des techniciens d'Enedis opérer sur une ligne. Ils ont l'habitude d'opérer de camions nacelles. C'est un travail qui est physique, qui demande de l'équipement lourd, une sertisseuse hydraulique, etc., etc., une disqueuse. Ça se fait pas du tout. C'est pas un drone qui peut venir et réparer une ligne électrique qui est en train de se détourner. Donc là, il faut vraiment amener le technicien qui a l'habitude du job au contact de la ligne et rester un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, le temps qu'il fasse sa réparation. Très clair, je pense que ça a bien répondu à la question. On en a une deuxième aussi d'Olivier qui nous demande en combien de temps et de personnes faut-il pour déployer une aéronde? Est-ce que ça se transporte facilement? Alors c'est une excellente question aussi, ça, c'est comment travailler quand on est en dehors de notre base. Alors si on est à 10 km, c'était le cas de la Coupe-Icare, 10-20 km, on y va en vol, hein, c'est comme un vélo, on se déplace à la vitesse du vélo, ça va même un peu plus vite puisque on est en ligne droite et on n'a pas de feu rouge. Mais dès qu'on va vouloir aller plus loin, eh bien, on va dégonfler l'aéronde. Donc l'aéronde que vous voyez derrière moi est peut-être un petit peu imposante, mais une fois qu'elle est dégonflée, elle rentre dans un sac. Et ce sac, à la rigueur, tu veux aller le chercher Mais Ouais. en gros, ça rentre dans une boîte qui fait 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Ouais, 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 voilà. En gros, dans 1 mètre cube. Et ça, bah, vous le mettez derrière une voiture. Voilà, vous n'avez pas besoin d'un gros camion. La plus grosse difficulté, je dirais, c'est plus la gestion de l'hélium. Puisqu'à l'intérieur, on a de l'hélium, et l'hélium est un gaz qui est à la fois rare et qui a un coût. Et pour des raisons bah, à la fois de ne pas gâcher un gaz rare, et puis aussi commercialement de ne pas emplafonner des coûts bêtement en gâchant du gaz qui est un peu rare, eh bien, on va recomprimer le gaz de l'aéronde dans des bouteilles pour pouvoir le transporter. Donc, ce qui va y avoir, en plus du transport de l'aéronde dans sa petite caisse, bon, on pourra mettre tout sur le même camion, mais on va faire venir un camion qui va transporter nos bouteilles d'hélium. Alors, je peux peut-être tenter ton avis. Ouais, Non, non. ouais, c'est difficile. J'allais tenter de vous montrer le cadre d'hélium à Donc, en côté. gros, pour transporter une aéronde sur de longues distances, on commence par recomprimer la vider de son hélium et mettre cet hélium sous pression dans des bouteilles. On charge le tout sur un camion plateau avec un groupe électrogène, le compresseur, les bouteilles, les équipements, enfin une petite base mobile de chantier. On se déplace, on regonfle sur place, on fait notre chantier qui dure 2, 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines, etc. Et à l'issue, on redégonfle. Donc la projection, elle se fait par route, en fait.
Alors, si c'est plus loin, ça peut se faire par train, bateau, avion, hein, Et pour répondre à la question, pour mettre en œuvre donc à part de passer du camion à une aéronde opérationnelle en l'air, il faut une grosse demi-journée avec 3 personnes. Et on va travailler pour réduire ce temps-là, etc. Mais aujourd'hui, dans nos premiers tests, c'est à peu près à ça qu'on est. Donc, en clair, quand il va y avoir une installation de l'aéronde sur un chantier un peu loin, bah, comptons un chantier d'une semaine. Bah, sur cette semaine, il faudra compter une journée sur la logistique, alors qu'on pourra prendre éventuellement sur le week-end s'il y a besoin ou précédemment. Mais voilà, sur un chantier un peu éloigné, on va compter en tout entre le gonflage et le dégonflage. Bah, on va compter une bonne journée Voilà. sur la partie. Une journée de mise en œuvre. Voilà, On espère que ça a répondu à la question. Ouais, je pense. Merci beaucoup pour ces réponses très claires. Il y a François qui Et je demande. précise juste, Oui, ouais, je pardon. précise juste que cela, quand on a fait nos business plans, on l'a intégré dans nos coûts avec, en plus, le coût des personnes, hein. Bien évidemment, vous nous avez demandé les personnes, donc le coût des personnes qui sont présentes. Parfait. Donc il y a François qui demande, justement en parlant de cet hélium, combien coûte le plein en hélium pour gonfler un aéronde et aussi le coût de l'aéronde elle-même, quoi, en elle-même. Ouais. Alors le coût de l'hélium, on trouve, alors ça a pas mal varié les derniers temps. En ce moment, on est plutôt sur des fourchettes hautes. On en a trouvé en Italie à 35 € le mètre cube et il faut 400 mètres cubes. Donc vous êtes autour des 15 000 € pour gonfler une aéronde. Et c'est pour ça qu'on fait aussi attention à ne pas perdre cet hélium. Si demain, on passait à l'hydrogène, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne mélange pas toutes les innovations d'un coup, mais c'est quelque chose qu'on peut voir sur du plus long terme. À ce moment-là, les coûts n'ont plus rien à voir puisque l'hydrogène, ça coûterait moins cher qu'un plein de voiture, hein, pour gonfler une aéronde. Donc, c'est 40 kg d'hydrogène à peu près, hein, donc 40 kg d'hydrogène, voilà, c'est rien. Et le coût de l'aéronde, le prix vente sera à 300 000 €. C'est pour vous donner un ordre de grandeur, 300 000 €. On va se retrouver sur les prix des nacelles élévatrices qui commencent à déployer pas mal. Et à l'autre extrémité, en aéronautique, on est au 10e du coût d'un hélicoptère qui va pouvoir faire du travail aérien. On va continuer. Ouais. Oui. Alors, on a aussi des discussions en cours sur différents autres aspects de l'inspection d'ouvrages linéaires, d'ouvrages d'art, les fermes solaires aussi, aller les entretenir ou pouvoir les nettoyer, intervenir sur des toitures. Vous avez peut-être vu des photos sur notre site ou des vidéos où on vient survoler notre hangar qui est pourtant, alors notre hangar est une structure métallique solide, mais dessus c'est une bâche et on peut venir quasiment marcher sur enfin je dis pas quasiment, puisqu'on le fait de temps en temps, On vient marcher sur la bâche. on vient marcher sur la bâche sans la souffler et sans mettre de poids puisqu'on vole, on vole à l'équilibre. Et puis tout ce qui est travaux aériens généraux, donc tout ce qui est accessibilité dans des endroits très compliqués. On a d'autres secteurs aussi qui nous intéressent, mais ceux-là, on n'a pas forcément la bande passante pour s'en occuper nous-mêmes. Donc, on a décidé de faire ça à travers des partenariats. Donc, par exemple, tout ce qui est télécom, quand on dit télécom, hein, c'est en fait retransmission, utiliser l'aéronde comme antenne radio de retransmission en altitude sur des événements outdoor ponctuels. Donc là, on est en discussion très avancée avec 2 boîtes, ExploraProd et Orange Event. ExploraProd qui fait vraiment de la production d'images temps réel sur des événements de sport outdoor, et Orange Event qui couvre de très très gros, par exemple, ils ont couvert les JO, enfin de très gros événements. Voilà. On est en train de signer un partenariat avec un groupe qui s'appelle Libel, qui est spécialiste de la mesure de qualité de service des réseaux radio, donc des réseaux des opérateurs télécoms, mais eux en 3D, donc pas juste au sol avec des véhicules, mais aussi en altitude. On va dans un proche avenir avoir besoin de ce genre de mesures pour décider si oui ou non les drones peuvent se reposer sur les réseaux cellulaires pour communiquer avec leur base.
par exemple. Donc, il va falloir garantir la qualité des réseaux radio en l'air. Et c'est un équipement de mesure qui pèse lourd, qu'on ne peut pas transporter sur un drone. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de discuter avec nous. Euh, on est assez sollicité sur des gros events, donc, par exemple l'Explorapod dont j'ai parlé avant, mais aussi il y a des gros événements sur les stations de sport d'hiver, des gros rassemblements pour des courses, etc. Où en gros là c'est plus la fonction communication de l'Aéronde qui est cherchée. On est en train de discuter un accord de partenariat avec une société au Canada qui aimerait en fait devenir le distributeur d'Aéronde au Canada et surtout un opérateur d'Aéronde au Canada, puisqu'en fait sur les lignes électriques au Canada, ils rencontrent exactement les mêmes problèmes que nous ici et ils voient l'Aéronde comme une super solution pour faire de la réparation sur ligne là-bas. Euh, et finalement, en fait, il y a un énorme gisement touristique en Moyen-Orient, en Asie, en particulier le plus gros rassemblement de ballons, par exemple, au mondial, quasiment, c'est le Qatar Air Show, enfin le Qatar Balloon Show, ça se passe au Qatar chaque année. Donc là-bas, il y a vraiment un gros potentiel. C'est trop loin pour nous et aujourd'hui, on n'a pas le manpower pour s'intéresser à ça. Donc on est à la recherche d'un partenaire commercial au Moyen-Orient et Asie pour ces activités tourisme. Euh, pour revenir un tout petit peu sur la réparation de lignes, qui est vraiment un de nos focus, aujourd'hui, sur les lignes qui survolent une forêt ou une rivière ou qui sont en fait inaccessibles en camion nacelle, eh ben, la seule possibilité pour Enedis, c'est de couper le courant, installer des groupes électrogènes pour quand même alimenter les abonnés, déposer la ligne par terre, ce qui veut dire préalable, déboiser, défricher, enfin faire ce qu'il faut, réparer la ligne par terre et la remonter. On parle d'un chantier sur plusieurs jours avec des budgets qui sont largement au-dessus de 200 000 euros. Donc, ce qui a retenu l'attention d'Enedis, c'est la possibilité avec nous de le faire juste en quelques heures depuis l'Aéronde sans démonter la ligne. On a budgété avec eux que ça représentait pas loin d'un demi-million d'euros de chiffre d'affaires pour nous sur les prochaines années, rien que cette activité-là. On n'a aucune concurrence identifiée. C'est pas l'hélicoptère, c'est pas le drone qui peuvent faire, c'est pas le camion nacelle, parce que tout ce qu'ils peuvent faire en camion nacelle, ils le font déjà aujourd'hui. Donc voilà, on sait que déjà, rien qu'avec ça, on a 50 business devant nous, juste avec Enedis en France. Voilà. Et la partie tourisme loisir, l'autre focus que Jérôme avait mentionné, pour vous donner quelques comparaisons, aujourd'hui, Zeppelin à Friedrichshafen en Allemagne opère une flotte de 3 dirigeables uniquement avec un business model vol tourisme. Ils font voler 24 000 passagers par an à 600 euros de l'heure par passager, en gros. Un autre élément de comparaison, par exemple, c'est les vols en montgolfière qui ont énormément de succès maintenant. Il y a des files d'attente quasiment chez tous les opérateurs montgolfières. Et on va compter au moins 180 euros par personne par vol. Ça peut être plus. Et typiquement, si vous voulez privatiser une montgolfière, c'est 800 euros pour 2 personnes. Le vol en hélico, ça s'adresse vraiment à une clientèle aisée aujourd'hui. Donc, c'est limite pour cette comparaison-là. Ça va s'échelonner entre 400 et 1200 euros selon le type de machine que vous voulez piloter. Donc nous, on s'est calé sur les prix de Zeppelin en gros, ce qui revient pour nous à faire des vols à 200 euros pour 20 minutes. Ça représente mine de rien que sur notre base du Verseau ici, ça a le potentiel pour représenter 240 K euros de chiffre d'affaires par machine ici. Donc, on a commencé cette année nos premiers vols commerciaux et puis on va essayer d'accélérer la cadence. Pour l'instant, on fait voler les gens, on n'a pas communiqué. Virtuellement, c'est les gens qui viennent taper à la porte, on n'est pas allé les chercher. Donc, il y a toute cette stratégie de déploiement commercial du vol tourisme qu'on doit mettre en place prochainement. Pour vous donner aussi une petite idée des marchés que l'on pourrait adresser et de leur taille, prenons par exemple le marché des cordistes qui accèdent vraiment dans des endroits très, très délicats. Alors, bien souvent, leur corde peut suffire, mais dans certains cas, l'aide d'une aéronde, quand même, je pense, pourrait leur faire gagner énormément de temps, ou voir, quand il y a besoin de réagir rapidement, il y aurait une mise en œuvre, si on a une aéronde sur place, dans certains sites, par exemple, qui pourrait économiser des heures de non-fonctionnement, par exemple, sur des ports ou des choses comme ça, où on pourrait intervenir. Et si on regarde ce marché, la taille, on ne s'y attend souvent pas, mais en France, le marché des cordistes, c'est de l'ordre du milliard d'euros. Imaginons qu'on puisse faire 10% de ces usages avec une aéronde et qu'on prenne encore 10% de ça. Eh bien, avec 1%, ça fait en France un chiffre d'affaires qui serait autour du 9 millions.
Si on extrapole au reste de l'Europe, ça ferait 25 millions. Et pour le reste du monde, ça pourrait nous faire un chiffre d'affaires de 225 millions. Donc, vous voyez, il y a derrière des potentiels de marché qu'il va falloir maintenant travailler, hein, mais qui sont là. Au niveau de la concurrence, hein, parce que bien évidemment, il y a d'autres engins aériens qui peuvent faire du travail aérien. Alors, le premier d'entre eux, c'est l'hélicoptère. Et l'hélicoptère est une machine extraordinaire, hein, qui a une capacité de levage. L'hélicoptère que vous avez ici va lever 800 kilos environ, va pouvoir aussi se déplacer rapidement, donc aller d'un point à un autre assez facilement, et une bonne tenue au vent, donc de gros avantages. Par contre, derrière, vous avez des coûts que vous n'allez pas avoir avec l'aéronde. Vous allez avoir des consommations qui sont assez importantes. Et ce que va amener surtout l'aéronde, c'est un stationnaire de très longue durée. On parlait d'intervenir sur une ligne. On a juste en dessous de notre bureau un pilote d'hélicoptère qui est un crack de crack. Il ne viendrait pas se poser comme on le fait sur la ligne. Quand il nous voit faire, il se dit waouh. Et il y a d'autres choses que nous, on ne ferait pas à sa place, bien sûr, hein. On va vraiment être complémentaires par rapport à ça. Et puis, il y a quelque chose qui est un problème de plus en plus pour l'hélico, en dehors des coûts, parce que les coûts de l'énergie explosent, c'est le bruit et l'acceptabilité de l'hélicoptère. Par exemple, les hélicos sont complètement interdits au-dessus des parcs nationaux maintenant. Ils ne peuvent plus faire d'intervention, même pour des chantiers, même pour rien sur les parcs. Aujourd'hui, les dirigeables en travail aérien sont limités à la prise de vue et à l'observation. L'avantage de l'aéronde, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'en plus de l'observation, on va pouvoir intervenir. Et ça, parce qu'on est insensible à la direction du vent. Ça, c'est la forme que vous voyez derrière moi de l'aéronde, hein, qui est torique, qui fait qu'elle ne va pas s'orienter dans le vent et donc qui va nous permettre de travailler plus aisément. Et puis l'autre chose aussi, c'est grâce au propulseur vectoriel de l'aéronde. Donc si je me décale un petit peu, vous le voyez derrière moi, un des trois propulseurs. Voilà. Ces propulseurs-là s'orientent vraiment dans toutes les directions et vont permettre de nous positionner vraiment de manière précise, mais aussi de monter et descendre et de pouvoir compenser une charge variable, ce qui est compliqué d'habitude sur un dirigeable. Et donc, on va pouvoir tenir un vol stationnaire, même si on a un vent variable en direction et en intensité. Et puis, si on compare au drone, le drone, la logistique est très facile, hein, puisque c'est le coffre d'une voiture, bien souvent. Facilité d'emploi, c'est aujourd'hui piloter un drone et les gamins jouent avec, quoi. L'avantage que l'on va avoir avec l'aéronde, là encore, c'est on va pouvoir non seulement observer, mais intervenir. On va pouvoir faire un emport de charge important dans un cadre légal qui existe. La grosse difficulté du drone, c'est que dès que vous voulez emporter de la charge, techniquement, le drone va peut-être pouvoir le faire, mais légalement, ça vous oblige à mettre en place des analyses dites SORA de risque qui sont très lourdes. Et puis en plus, l'aéronde, vous allez pouvoir piloter aussi longtemps que vous voulez, puisque vous restez à vue, vous êtes dedans, vous avez le pilote à l'intérieur. Sur un drone, vous devez rester à vue. Donc on n'a pas de limite puisqu'on a un pilote à bord. Puis on a une autonomie qui est bien supérieure, hein, puisqu'on est de l'ordre de la journée. Et pour la petite anecdote, TF1 était venu tourner un film ici sur l'aérodrome. L'aérodrome avait été fermé pour le tournage. Le petit drone DJI qui nous a filmé faisait plus de bruit que l'aérodrome ce jour-là. C'est une anecdote marrante. Euh, J'en profite puisque là, vous parlez de pilotage. On a une question de François, encore une fois, qui demande, et c'est une question intéressante, est-ce qu'il y a besoin d'un brevet pour piloter l'aéronde? Et sinon, comment se former pour devenir pilote d'aéronde? ouais. Donc, tu veux répondre? Oui, donc la réponse est oui. Comme tout aéronef habité, il y a besoin d'un brevet. Il faut donc la partie théorique, elle est commune à tous les ULM.
hein. Il y a un examen de théorie de l'air, exactement comme vous passez le code de la route, ben, il y a un code de l'air, entre guillemets. Donc, il y a une épreuve théorique qui est commune à tous les aéronefs. Et après, il faut obtenir sa licence, donc pratique dirigeable. Donc, on a comme projet d'avoir une école de formation, enfin, donc de monter des cycles de formation 1 ou 2 fois par an pour les gens qui voudraient se former au dirigeable. C'est assez intéressant, hein. C'est que nous, de toute façon, sur les chantiers, il va falloir qu'on forme des pilotes. On va pas piloter ad vitam aeternam tous les aérons qu'on construit. Donc, il faudra qu'il y ait des pilotes. Et on est en train de mettre ça en place avec un instructeur ULM classe 5. Et professionnellement, nous, on ne va pas former des gens qui viennent de nulle part. C'est-à-dire de manière pour les chantiers, on va prendre des pilotes qui ont déjà de l'expérience aéronautique, que ce soit des pilotes d'hélico, des pilotes d'avion, etc. Et on va les qualifier sur ce type de machine. C'est beaucoup moins compliqué, ça prend beaucoup moins de temps de prendre un pilote déjà chevronné et de le qualifier sur une nouvelle machine que de prendre quelqu'un qui n'a jamais piloté et de tout lui apprendre. En fin de compte, la difficulté n'est pas dans le pilotage. Oui. Si vous venez voler avec nous, vous allez voir, en quelques minutes, vous allez prendre l'aéronde en main et vous pourrez même la poser vous-même. La difficulté est pas là du tout. On est dans du domaine aérien et du travail aérien. Et donc, il y a toute une culture du travail aérien qui fait que l'aéronde peut être tellement facile à utiliser que ça pourrait en devenir dangereux parce que ben voilà, on est toujours en Ah, l'air et donc c'est pour ça qu'on cherche vraiment des personnes ouais. avec déjà cette culture. Le plus important dans un pilote dirigeable, c'est la connaissance de l'aérologie. C'est dans quelles conditions je sors, dans quelles conditions je renonce à sortir, à quel moment j'interromps ma mission, pour aller où, c'est quoi mon terrain de déroutement, de backup, où est-ce que je pose si j'ai un problème, etc., etc. C'est toute cette planification de la mission, c'est ce savoir-faire-là qui est important. Maintenant, si c'est juste pour du loisir et que quelqu'un a envie de piloter, ben, il vient nous voir Voilà. et au bout de 5 minutes, il pilote, hein. Exactement. C'est complètement différent. Alors, ce qui est aussi intéressant avec l'Aéronde, c'est qu'aujourd'hui, l'Aéronde est prête à être produite en série. Alors, au niveau de la société, on a réalisé les propulseurs, tout est conçu chez nous, on les assemble. Toute l'électronique de contrôle a été faite maison. Les logiciels, pas une ligne de calcul, pas une bibliothèque n'a été faite à l'extérieur. Donc, tout est maîtrisé en interne, ainsi que les assemblages. Et puis après, il y a l'enveloppe en elle-même. Donc, l'enveloppe que vous avez derrière moi a été réalisée par la société Airstar, qui est à des kilomètres d'ici et qui a un savoir-faire avec vraiment une capacité démontrée pour assembler ce genre d'enveloppe. Et puis, on travaille aussi avec Michelin, avec lequel on est en train de mettre en place un partenariat, avec vraiment des échanges euh, fort entre nous, où on leur spécifie vraiment des besoins pour les prochaines enveloppes, avec un intérêt fort, hein, c'est qu'aujourd'hui, on aura bientôt, grâce à eux, un tissu révolutionnaire qui va diviser le poids de l'aéronde par deux. Donc, ça va nous faire l'équivalent d'une personne en plus que l'on pourrait mettre. Alors, je dis l'équivalent en poids, ce ne sera pas une personne en plus, puisque la législation ULM ne nous permet pas d'avoir plus de personnes à bord, mais ça veut dire 80 kilos d'outils, par exemple, En plus. en plus. Oui, ça Et veut là, dire vous avez de la charge utile en plus, ouais, de euh, la charge utile. Ouais. complètement. Et Ouais. on a une question dans ce sens d'ailleurs, de Durand qui nous demande, euh, enfin, je pense que la question plus générale, c'est du coup, est-ce que vous avez imaginé des solutions pour le futur pour augmenter la capacité de levage? Alors, Durand, dans sa question, mentionne, euh, enfin, imagine du coup d'intégrer une enveloppe de montgolfière à l'intérieur de la structure de l'aéronde, enfin, voilà, je pense que l'idée, c'est de savoir si vous avez peut-être imaginé des solutions pour augmenter la capacité de levage de l'aéronde, quoi. Ouais. Alors, l'enveloppe de montgolfière à l'intérieur de l'aéronde, la personne qui nous a pris sous son ballon, pas sous son aile, mais sous son ballon, Danick Emarel, qui est la personne qui allait poser un radeau sur la cime de la canopée il y a quelques années et qui volera bientôt au Laos avec la prochaine, a fait à un moment ce type de machine. Alors, il n'y avait pas les propulseurs type aéronde, mais il avait effectivement mélangé
le Thor hélium avec une montgolfière à l'intérieur dedans. Alors, la réponse qu'on fait, enfin, la réponse technique, c'est on vise pas les marchés du levage lourd. Hein, on n'est pas Flying Wells qui cherche à lever 60 tonnes en dirigeable. Nous, vraiment, notre target marché, c'est l'intervention. Donc, c'est amener un humain, enfin un technicien au contact de l'infrastructure qu'il doit réparer. On peut lever sur des périodes de temps relativement courtes, 150 kg rien qu'avec nos propulseurs. Faire du levage en utilisant la portance du gaz dans un dirigeable, c'est très compliqué, puisqu'en fait, par définition, un dirigeable qui lève à un instant donné X centaines de kilos, quand il les pose, il faut qu'il charge X centaines de kilos de ballast pour compenser cette charge qu'il dépose. Sinon, eh ben, il s'envole. Donc nous, on a fait le choix de ne pas rentrer dans des schémas compliqués comme ça. On est surmotorisé comparé à un dirigeable classique. Hein. Nos 3 propulseurs réunis, ils poussent plus de 200 kilos. Donc, on se limite aujourd'hui à un emport de charge de l'ordre de 100 kilos pour permettre la panne d'un de ces propulseurs en vol et quand même rester en sécurité. Mais on ne vise pas à remplacer l'hélicoptère sur des missions de levage lourd. Après, techniquement, alors il y a la législation ULM française, qui nous limite à 450 kg de masse max. On n'est plus léger clair, mais en masse, on est à 450 kg au décollage. Si on passait au niveau européen, il y a une législation européenne dite light, mais qui demande des certifications supérieures, qui nous permettrait d'atteindre à peu près la tonne. Voilà, 1000 mètres cubes. Voilà. Donc en fait, on pourrait très bien dériver une machine un peu plus grosse qui pourrait lever entre 6 et 700 kg de charge utile, mais qui demande un peu plus de job au niveau certification, documentation à la société. Donc on a prévu de le faire, mais pas immédiatement. C'était la réponse à un des WeSeeders qui nous avait été posé. C'est 5-10 ans. Bon, dans les 5 ans qui viennent, pas pour l'instant, mais voilà, on va démontrer les marchés dans un premier temps. Et si dans quelques années, il y a vraiment un intérêt, à ce moment-là, on mettra les moyens pour faire quelque chose d'un petit peu plus gros. Alors, je dis bien un petit peu plus gros, puisque passer de 400 mètres cubes à 900 mètres cubes, 1000 mètres cubes, c'est grosso multiplié par 2 le volume. Mais comme le volume est au cube des dimensions, en fin de compte, je ne dis pas que l'aéronde tiendrait dans le même hangar, mais quasiment. Ce sera très serré, mais elle ne serait pas beaucoup plus grande. C'est simple, c'est plus 30%. Donc elle serait 30% plus grande en dimension, et ça fait en gros doubler le volume, plus que doubler le volume. Donc, si on regarde un petit peu le chiffre d'affaires que l'on a prévu, 2024, on est encore en négatif. Et puis, au fur et à mesure des années, on a prévu de construire 3 aérondes l'année prochaine, puis petit à petit monter dans les 2-3 prochaines années à 7 aérondes, ce qui nous permettra d'atteindre l'équilibre à 2 ans. Et le chiffre d'affaires est dû dans un premier temps à l'exploitation de nos propres aérondes avec lesquelles on va démontrer le marché, et en parallèle les premières ventes qui viennent en parallèle. Et puis petit à petit, quand on aura... Alors, excusez-nous, il y a un hélicoptère qui pose de la sécurité civile qui pose là. On va attendre 2 secondes parce que... Alors, en tout cas, de notre côté, on l'entend pas, donc tout va bien, mais je comprends que ça puisse déranger. Ouais, okay. Nous, on avait l'impression que vous n'entendiez plus. Ah, c'est bon. Et donc, oui, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc, ce qu'on prévoit, c'est pendant les 2 premières années de démontrer les usages, et en parallèle commencer les premières ventes. Et puis après ces 2 premières années, ce sera essentiellement les ventes d'aérondes qui participeront au chiffre d'affaires de la société. Je vais parler des barrières. Je vais brièvement parler des barrières à l'entrée. Donc la première, bien sûr, c'est la propriété intellectuelle. On a obtenu... Donc alors, Jérôme et moi-même, on a une grosse expérience de la partie propriété intellectuelle, dépôt de brevets. À nous deux, je pense qu'on totalise pas loin de 60 brevets. Donc on a un brevet de principe relativement fort qui a été déposé en France et accordé. Il se trouve beaucoup de savoir-faire dans ce qui est communication radio. Ça, c'est mon expertise, c'est 20 ans de boulot avant.
pour faire voler l'Aéronde, on a dû développer des algorithmes spécifiques pour la stabiliser, pour contrôler sa propulsion. Donc pareil, gros savoir-faire là-dedans. Nos propulseurs, comme vous l'avez vu, sont d'une architecture relativement unique. Donc ça se fait partie de notre brevet. Là, on maîtrise bien ça. On s'est rendu compte aussi que produire une enveloppe, enfin spécifier et produire une enveloppe, c'était pas du tout si simple que ça. Donc en fait, nouer les bons partenariats, que ce soit avec Michelin, Airstar, etc., pour être capable de manufacturer une enveloppe à la fois pas trop chère, pas trop lourde, étanche à l'hélium, eh ben c'est pas si simple que ça. On a une machine qui est certifiée. Dans le cadre légal, les deux choses qui sont vraiment importantes, c'est qu'en fait, qui représente une marche à l'entrée, c'est pour pouvoir faire ces travaux aériens sur ligne ou opérer au-dessus d'une ville ou faire du vol basse hauteur au-dessus d'une infrastructure, il faut, en plus de l'autorisation de voler, poser ce qu'on appelle les manuels d'application particulière. Donc, en fait, c'est d'écrire dans un document et que ce soit approuvé par la DGAC, le processus qu'on va suivre ou les process qu'on va suivre pour pouvoir faire cette intervention en sécurité, aussi bien pour les gens à bord que pour les gens au sol. Donc tout ça, ça prend du temps, c'est des efforts, mais c'est aussi des marches à l'entrée pour la concurrence. Et finalement, l'assurance, ça paraît pas forcément évident, mais assurer un aérostat pour faire du travail aérien et en particulier du travail sur ligne électrique, c'est pas un petit challenge. Et là, il se trouve que nos associés et premiers investisseurs dans la société, il se trouve que 2 sur 3, ils viennent du monde de l'assurance et qu'ils nous ont apporté vraiment une aide inestimable en nous ouvrant leur carnet d'adresses et en nous aiguillant sur la bonne voie pour toutes ces questions-là. Aujourd'hui, on a des assurances et quand vous allez voir un assureur et que dans sa grille, il n'y a pas le produit que vous voulez assurer et qu'en plus c'est un aéronef, ça transpire un peu. Tu veux parler de j'avais prévu. Hein. Ah, ok, Ouais. d'accord. Et donc du coup, notre objectif commun avec Jérôme, c'est une sortie en gros d'ici 5 ans. Et quand on dit une sortie, c'est-à-dire, nous, notre objectif, ça va être de démontrer que les marchés pour ce genre d'aéronef existent, que l'aéronde, elle a sa place, qu'on sait la produire de manière économique et qu'on sait faire des interventions avec, qu'on sait répondre à des besoins du marché. Mais on se rend bien compte qu'avec nos petits bras musclés, on ne va pas tout faire. Donc d'ici ce quinquennat, ce qui est le plus probable, c'est qu'en gros, on va être acheté par un gros groupe industriel, hein, que ce soit en gros un opérateur d'aéronefs, que ce soit un opérateur d'hélicoptères ou autre, ou que ce soit un opérateur spécialisé dans la sous-traitance de la maintenance d'infrastructures. Hein, Enedis a recours à des boîtes qui ne font quasiment exclusivement que du job pour Enedis, par exemple. Voilà, ça c'est une autre cible de sortie. Donc, Et c'est vraiment une sortie qui fait sens parce que si demain on veut vraiment déployer la solution de l'aéronde en plus au niveau international voilà. dans le monde entier, une petite start-up peut tenter le coup, hein, mais il faut vraiment avoir le relais d'une société qui a une envergure supérieure pour pouvoir le faire. Donc, ça veut dire que dans les années qui viennent, on va, en plus de travailler les marchés et le développement de l'aéronde, nouer les partenariats et travailler pour pouvoir permettre, d'ici 5 ans, de pouvoir grandir plus en s'associant, en s'adossant à une société de plus grande taille. Donc voilà, notre objectif perso, c'est pas de dominer le monde avec nos aérondes, hein, c'est d'amener la boîte au stade où ça devient une cible d'acquisition parce qu'on a prouvé que c'était rentable et qu'on savait faire. Et puis ce qui est important aussi hein, dans ce qui va permettre de valoriser Aéronde, c'est l'expertise unique que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que en France, des gens réellement qui sont capables de faire voler un dirigeable, il y en a peu. Oui, très peu. Très peu. Voilà, chercher à voler en dirigeable, c'est pas courant. Et en plus, le contrôle tel qu'on l'a avec on est jeune, mais malgré tout, on a déjà acquis une expérience assez incroyable sur le contrôle et on a beaucoup de data qui font que aujourd'hui, on a une expertise unique qui nous permet de proposer des solutions qui sont complètement différentes. Et c'est ce qui se passe avec le dirigeable qui va voler bientôt au Laos prochainement. Alors aujourd'hui, sur l'investissement qu'on propose au WeSeeder, c'est pour nous développer, on recherche 1,5 million d'euros.
Alors, 1,5 million d'euros, je vous détaillerai après pourquoi faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait aussi un crash test et qu'on a prévu, là, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, d'avoir un équilibre à 2 ans. Si on n'atteignait pas notre chiffre d'affaires aussi rapidement, on a prévu un crash test d'1 an. Et avec ces sommes-là, on passe également financièrement. Donc, cette finance, on la cherche en 2 parties, en dette bancaire et en equity. La partie dette bancaire, on est bien avancé à la fois avec le Crédit Mutuel et la BPI. Peut-être qu'une troisième banque va se joindre à eux. Et puis, il y a une partie equity. Donc, aujourd'hui, on recherche avec WeSeed 400 kilos euros. Nos, on va aussi avoir une partie equity sous forme de French Tech Seed. Ça, c'est la BPI qui, voilà, on est en train de travailler aussi avec la BPI. On finalise le dossier avec eux, mais a priori, la BPI va rentrer aussi au capital en equity. Et puis, nos fondateurs ont déjà remis, au niveau des fondateurs, il y a déjà 120 000 euros qui a été remis. Et en parallèle, on cherche des associés qui non seulement vont nous amener un aspect finance, mais aussi un savoir-faire et un réseau. Donc voilà, on va compléter de cette façon-là. Et on a déjà des choses avancées de ce point de vue-là. Alors, sur les parties je dirais, qui nous intéresse. Tout à l'heure, Nicolas vous a parlé de la partie radio. Donc, on a des contacts. Demain, justement, on présente à des investisseurs de ce type-là. Sur la partie événementielle, on a déjà quelqu'un qui nous a rejoint. Sur la partie travaux publics, il y a quelqu'un qui a volé avec nous il n'y a pas longtemps, qui est, voilà, qui est vraiment un leader du domaine en Rhône-Alpes et qui devrait rentrer au capital. Je vous parlais tout à l'heure des assurances. On a aussi la partie industrialisation avec un de nos premiers associés qui a une grosse expérience. Donc, voilà comment on souhaite monter euh, l'Aéronde. Et puis, à quoi vont servir ces fonds? Dans un premier temps, ça va être permettre de produire les aérondes pour adresser les marchés du travail aérien que l'on vous a listé tout à l'heure, et puis amorcer en même temps l'activité de vol de tourisme. On va aussi développer la solution de transport de l'aéronde sur des grandes distances pour répondre aux besoins de nos clients. Donc, ça, on en a parlé un petit peu dans les news, vous pouvez aller voir, hein. À la fois sur la recompression de l'hélium, on en a parlé tout à l'heure, et un hangar mobile. Et puis, on a déjà des retours d'expérience de nos clients qui font que on va développer ce qui va permettre à l'aéronde de pouvoir travailler, par exemple, une nacelle ou une aéronde avec des caractéristiques techniques un peu différentes pour pouvoir répondre exactement aux caractéristiques qui sont attendues par nos futurs clients. Voilà. On a fait les questions au fur et à mesure, mais si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Et on termine avec, je vous parlais tout à l'heure d'un hangar mobile. Vous avez ici l'aéronde qu'on a posée il y a quelques jours de l'autre côté de notre hangar, à quelques mètres d'ici. Voilà, la solution mobile qui permet de protéger l'aéronde et ce hangar a été testé jusqu'à plus de 100 km/h de vent déjà. Super, merci beaucoup Jérôme et Nicolas pour cette présentation qui a été très claire. En tout cas, ça donne vraiment envie de voler dans l'Aéronde, enfin, avec l'Aéronde. Il y a encore quelques petites questions qui ont été posées Ouais. entre-temps. La première, mais je pense que vous y avez répondu, c'était une question de François qui demande quel type d'associé exactement vous recherchez, en fait, si c'était plutôt business, plutôt technique ou purement des financiers, enfin des investisseurs. Mais voilà, je pense que vous y avez répondu en disant que c'était Ouais. aussi pour vous de rechercher des compétences complémentaires Et plutôt Ouais, business, en ouais, fait. ouais, ouais. Oui, c'est ça. voilà, et du réseau. Et ensuite, une question plutôt technique, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe si l'aéronde se crève ou se déchire?
Je vais répondre. Alors, Voilà. je vais répondre à ces questions. On l'a à chaque fois, hein. C'est à coup sûr, on y a droit. Je me doute. Et généralement, les gens qui viennent voler, c'est la première question qu'ils posent avant. Donc, en fait, euh, si on fait un trou dans l'enveloppe, ce qui va se passer, c'est que, eh ben, il va rien se passer. On va pas s'en rendre compte. En fait, la pression à l'intérieur de l'enveloppe, elle est extrêmement faible. Le différentiel de pression entre l'intérieur et l'extérieur, c'est 4 millibars, c'est-à-dire 4 millièmes d'atmosphère. C'est à peine la pression à laquelle on souffle. Donc, en fait, l'hélium, il sort par le trou à une vitesse, à un débit qui est quand même extrêmement modique. Donc, le temps que 400 mètres cubes sortent, il y en a pour des jours. Donc, en fait, dans un dirigeable de cette taille-là, si vous faites un trou de la taille d'une balle de golf dans l'enveloppe, on va finir le vol sans même s'en apercevoir et on va s'en rendre compte le lendemain. On aura perdu de la portance pour le vol le lendemain. Là, on va se rendre compte qu'il y a un souci. Mais On aura perdu un peu des sous parce qu'il y a l'hélium qui est voilà, parti. Mais... on aura perdu 5000 euros d'hélium probablement. Mais voilà. Euh, et en cas de déchirure, alors le cas de déchirure, c'est vraiment notre pire cas à nous. Et en fait, là, on le garantit, et c'est la première question que nous a posée la DGAC, hein. Donc en gros, le tissu qu'on utilise, il est ce qu'on appelle ripstop, c'est-à-dire qu'en fait, justement, une déchirure ne se propage pas. Il est armé de telle façon que même si vous créez volontairement une déchirure, quel que soit son axe, vous tirez sur le tissu, il ne déchire pas. Il garde ses propriétés mécaniques. Et toutes les parties couture entre les laits de tissu, c'est aussi des coutures de sécurité. C'est les mêmes coutures qui sont utilisées par exemple dans les parachutes, les parapentes, les montgolfières. C'est un point très très particulier qui ne déchire pas non plus. Et on nous impose une marge minimum 10, je crois, hein. Voilà, sur le... Non, C'est 30. Voilà, pardon. c'est 4-5. Voilà. Et nous, on est allé jusqu'à 10 en se disant, Voilà. on prend... On a pris 30 et un coiffe de vieillissement. Non, quand tu 10, comptes, c'est 10, ok. Donc on a pris, en fait, au niveau du 10 par rapport au calcul, max de la pression max qu'on peut voilà. supporter, et on est en dessous. Mais oui. Donc par rapport aux contraintes maximum que se supportait l'enveloppe, nous on a pris un coefficient de sécurité d'un facteur 10 sur cette partie déchirure. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas que de la théorie, hein. On l'a testé, évidemment, enfin, ça a été calculé, mais on a aussi fait des éprouvettes sur lesquelles on a tiré, par exemple, nos attaches, on a tiré à plus d'une tonne dessus pour s'assurer que ça tenait. Et tout à l'heure, Nicolas vous disait, ben, si jamais vous faites un trou, on a mis sous tension le tissu dans les conditions réelles et ça a été attaqué à la fois au poignard, suivant la trame et la chaîne du tissu. Et ça a été attaqué au chalumeau aussi pour s'assurer que, au chalumeau, évidemment, on traverse, mais qu'il n'y a pas propagation par la suite et que la flamme s'arrête Voilà. à l'endroit du chalumeau, quoi. Donc ça a été testé et on l'a mis dans notre dossier de sécurité quand on a déposé le dossier de classe 5 ULM. Super. Autre question? Très très clair. Il y avait une autre question qui a été posée pendant la présentation. J'avais dit que j'y reviendrai, donc je vais revenir dessus. C'est plus, là, on parle vraiment de développement futur. Quand tu as mentionné, Jérôme, tout à l'heure, la possibilité en fait de gonfler le ballon avec de l'hydrogène plutôt que de l'hélium. La question était, est-ce que la DGAC validerait un modèle comme ceci avec de l'hydrogène compte tenu de son inflammabilité? La réponse, c'est faites l'analyse de risque et on va étudier. Et ce serait certainement au niveau Europe que ce serait fait parce que pour le faire, on passerait certainement en législation européenne EASA. Et le texte tel qu'il est écrit aujourd'hui, aux États-Unis, le texte est plutôt clair, ça doit être de l'hélium. Sur la législation EASA, c'est un gaz porteur, généralement de l'hélium, mais par défaut, l'hydrogène sur la législation EASA n'est pas prohibé. Par contre, ben, alors, il y a deux choses. On ne veut pas avoir d'accident. Et Nicolas et moi aussi, on est les premiers à voler dedans. Donc, Non, ça mais fait en fait, on est très, très attentif. Mais sur des usages particuliers, ça peut vraiment faire sens. C'est-à-dire que si on met en place les procédures et les tissus qui font qu'on a peu de chances de créer un arc électrique qui va démarrer un feu d'hydrogène, voilà, si on met en place tout ce qu'il faut, on a plus de portance et un coût vraiment inférieur, une logistique qui n'a plus rien à voir avec l'aéronde. Donc typiquement, si demain il y avait du déminage à faire, je pense que le risque de l'hydrogène par rapport au déminage serait complètement négligeable et ce serait le type d'application sur lequel on pourrait aller avec de l'hydrogène assez facilement.
Ce que Jérôme veut dire, c'est que typiquement, si on utilise un dirigeable, en fait, c'est une excellente plateforme pour des opérations de déminage, mais auquel cas ça opère en drone, hein, en autonome sans pilote, hein. Notre aéronef, il est prévu pour être dronisé s'il faut, c'est qu'une question réglementaire. À partir du moment où ça opère en dronisé et à peu près et pas très loin d'un champ de bataille, effectivement, le fait que ce soit à l'hydrogène est sans doute plus du tout un problème, par exemple. Ok, super intéressant. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense que c'est plus clair. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Enfin, vous en avez répondu à pas mal quand même lors de ce live. En tout cas, donc merci aux Wisider déjà qui ont écouté jusqu'à maintenant. Et pareil, si vous êtes en train de regarder le replay, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser sur la fiche projet d'Aeronde sur WICID. Jérôme et toute l'équipe dirigeante y répondent toujours assez rapidement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à cet endroit-là. Je vous rappelle que si vous avez envie de participer à l'aventure Aeronde, la collecte est toujours ouverte à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à investir dans le projet si vous croyez en Jérôme, Nicolas, toute l'équipe et le projet Aeronde. Et, euh, et merci à tous pour avoir écouté ce live. Jérôme et Nicolas, peut-être un dernier mot avant de clôturer ce live. Bah, moi, je dirais que la meilleure façon de juger des possibilités de cet aéronef, c'est de venir voler dedans. Donc, si vous êtes de passage à Grenoble, ben, faites-nous signe et venez voler. Et même si vous êtes un peu plus loin, Grenoble, c'est 3 heures de TGV de Paris. N'hésitez pas. Voilà. L'expérience en vaut le coup. Et aujourd'hui, ben, c'est simple, hein, les gens qui ont volé, ils n'ont plus trop de doutes généralement derrière. Ben, super. Et puis, merci. Et je voudrais remercier aussi, aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé la centaine de Wisider en relativement peu de temps qui nous ont Ouais. suivis. Et donc, merci à tous. Et puis, merci à ceux qui sont présents ce soir et qui nous suivront dans cette Yes. super aventure. Super, Merci. merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci Thibaut.